96.9. On est en compagnie de Walid Hijazi, avocat criminaliste. Merci d'être là, Walid. Oui, salut. Hier, le juge François Huot de la Cour supérieure a refusé que les images captées par les caméras de surveillance de la Grande Mosquée de Québec pendant la tuerie du 27 janvier 2017 ne soient diffusées par les médias. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Pour nous en parler, donc, Walid est avec nous ce matin. Walid, d'abord, rappelons que le tueur s'est déclaré coupable, qu'il n'y avait donc pas de procès et donc que la vidéo n'allait pas être présentée comme preuve parce que normalement, ça aurait fait partie de la preuve. C'était quoi l'intérêt? En fait, c'est de la preuve. C'est de la preuve, mais au stade de la détermination de la peine. Alors, normalement, une ordonnance de non-publication... OK, ça reste de la preuve. C'est pas écarté, là. Non, c'est tout à fait de la preuve. Là, ça n'existe pas pour rien. Si on en parle, c'est précisément parce que la poursuite veut déposer ça en preuve. Il n'y aura pas de procès, il a plaidé coupable, lui. Normalement, une ordonnance de non-publication, l'idée d'une ordonnance de non-publication, c'est qu'on garde de l'information caché du public parce qu'on veut pas contaminer d'éventuels jurés. Lorsqu'on aura un procès devant jury, ils n'auront pas été contaminés par la vidéo, par exemple. Okay. Ils restent neutres et objectifs. Ça, c'est normalement. Ici, c'est assez particulier. Il n'y a pas de procès, il a plaidé coupable, il a admis sa culpabilité, mais il va y avoir un débat sur la peine. D'un côté, on demande l'équivalent de 150 ans et ses avocats, lui, vont essayer de garder la peine la plus petite possible, c'est-à-dire 25 ans. Alors, il va y avoir un débat sur la peine et au stade de la sentence, lorsqu'on s'entend pas, chaque partie qui argumente ses points de vue doivent soumettre la preuve. Alors, la poursuite, pour montrer le caractère particulièrement odieux de ce massacre, veut montrer au juge le vidéo. En cours, lorsqu'on dépose la preuve, ça devient public. Des procédures à la cour criminelle, c'est public. La justice, c'est transparent. Le citoyen a le droit d'aller voir ce qui se passe dans la salle de cour pour surveiller ce qui se passe dans la salle de cour, s'assurer que la justice est équitable, la justice est bien rendue et on peut examiner la preuve. Est-ce que la preuve est effectivement au soutien de tes arguments? Alors, la vidéo techniquement serait public, mais vu le caractère particulièrement sensible du vidéo, parce qu'on montre le massacre, là, le vidéo en tant que tel, c'est les caméras de surveillance de la mosquée. Alors, on le voit, le massacre. Pour des raisons d'intérêt public hautes, pour éviter d'influencer d'autres personnes, que ça serve d'image de propagande, etc., on a demandé la non-publication et le juge a dit, effectivement, il s'est rallié à cette position. Il est d'accord avec ça. Mais ceci dit, les journalistes vont quand même pouvoir voir la vidéo en question? Oui, alors le vidéo va être déposé en preuve. Ça va être déposé en preuve en salle de cour. Les journalistes vont le voir. Le public, tous ceux qui sont dans la salle de cour vont pouvoir le voir. Sauf que on n'a pas le droit de diffuser les images. Les journalistes ont le droit. Le juge a rendu une décision un peu mitoyenne. Il donne la permission pour le droit du public à l'information, pour que nous, citoyens, on sache c'est quoi qu'il y a dans le vidéo en tant que tel. On n'a pas le droit de voir les images, mais les journalistes peuvent rapporter ce qu'eux, ils ont vu. C'est ça. Donc, tous les récits qui nous sont racontés ce matin de ces images-là qui ont été présentées hier, donc, sont celles que les médias ont vues, mais ils ne pourront plus les revoir. Ça existait hier et c'est seulement là que ça s'est passé pour à la ligne? Oui, c'est-à-dire que je sais pas si c'était hier la présentation du vidéo ou si ça va continuer aujourd'hui, mais c'est un élément qu'on va dans la salle de cour. C'est pour le juge, c'est pour que le juge, lui, puisse ultimement décider, mais le public a accès, a pu voir, sauf que pour les médias, on peut pas diffuser ces images-là parce qu'on veut pas en perdre le contrôle. On veut pas. Une fois que c'est sur Internet, là, ça aurait pu servir d'image de propagande. Ils disent aussi que ça peut servir peut-être à d'autres tueurs potentiels, parce que lui-même bissonnait. Exactement, lui, paraît-il, il y a eu au courant de la semaine dernière un expert qui est venu témoigner sur ce phénomène de vidéos de tueurs en série ou des meurtres de masse. Émulation, en fait. Ça inspire d'autres personnes, dont le principal intéressé lui-même, paraît-il que dans les heures, les journées qui ont précédé le massacre à Québec, il regardait ce genre de vidéos-là. Alors, c'est sûr que le juge a pris ça en considération. Et il y a une charge dans la loi qui existe concernant la diffusion de contenu offensant. Est-ce que c'est vrai, ça? Exemple, la vidéo de Rocco Magnotta, mettons, là, est un exemple de ça. Je me souviens, dans le temps, on avait interdit la diffusion. Un juge est intervenu là, dans cette histoire-là. Il y a deux... on peut se poser la question. Je veux dire, quand on veut philosopher, est-ce qu'un média aurait pu montrer la vidéo du meurtre de Luca Rocco Magnotta? Le site web qui a reçu le vidéo... Oui. Qui l'ont mis disponible après? Oui. Puis moi, j'étais allé d'ailleurs, j'ai vu la vidéo, j'ai lu la description, puis là, j'ai fait le choix de ne pas le regarder. Mais toujours est-il que la vidéo a été accessible sur Internet. Celui qui l'a posté, celui qui l'a mis en ligne, il est accusé de publication de matériel obscène. C'est une infraction au code criminel. Ouais. Fait que si on mettrait, là, je sais que c'est le matin, là, mais des vidéos de bestialité. Des choses obscènes. Absolument. Particulièrement troublantes, là, de la nécrophilie, des affaires de même. On n'a pas le droit. C'est considéré comme du matériel obscène. Mais à ta connaissance, est-ce qu'il existe d'autres cas de matériel comme ça qui ont été interdits de publication et de diffusion? Est-ce que... Tu vas nous répondre à ça dans après un la instant. Circulation,
Tous nos collaborateurs animent un petit peu maintenant. Ça va bien. À ta connaissance, je te ramène avec la question que Tammy t'a lancée avant d'aller à la circulation. Est-ce qu'il existe d'autres cas de matériel où il y a eu un interdit de publication puis de diffusion semblable à une vidéo comme celui de la Mosquée de Québec? Le seul qui me vient à l'esprit, je le dis sous toute réserve, peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai regardé vite et on dirait que le seul... Parce que c'est très rare, ce genre de circonstances-là. Heureusement, des meurtres en série, des massacres de ce genre-là, c'est rare, tant mieux. Ouais. Le seul précédent, c'est Paul Bernardo et Carla Malka. Il y avait les fameuses cassettes. Ça, c'est plusieurs meurtres qui avaient été commis en Ontario fin années 80, début années 90. Alors, c'était des vidéos odieuses de leur crime. Ouais. Et le juge avait ordonné, à la fin des procédures judiciaires, lorsque c'est plus nécessaire là, pour les fins de la justice, de la destruction. Alors, ça, c'est le seul... à ce point-là, que ça n'existe plus carrément. Le juge va devoir trancher sur le nombre d'années pour la peine. C'est historique, ça. On demande 150 ans d'un côté, qui serait la plus grosse peine, je pense. Ce serait une première fois au Canada. De l'autre côté, je pense que c'est 25 ans. Ouais. Comment un juge détermine lequel sera la peine? Y a-t-il une grille? Mais tu plaides quoi comme avocat aussi? Tu le dis, c'est historique. Là. Vous devez regarder ça avec attention. Là. C'est une nouvelle mesure depuis 2011. L'ancien gouvernement fédéral sous le Parti conservateur ils ont toujours une position très dure sur les crimes. On veut endurcir le code criminel. Il y a cette mesure de peine consécutive en cas de meurtre multiple. Alors, historiquement, la peine de mort, on a aboli. C'était la pire des sentences. Peine de mort, années 70, on abolit. Ça devient prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Historiquement, c'est la peine la plus sévère. Depuis 2011, dans des cas de meurtre multiple, on peut multiplier, additionner. Alors, d'un côté, on va dire que c'était particulièrement odieux. On va montrer le vidéo, on va dire c'était prémédité, Et c'était surtout un crime de haine, c'était un crime islamophobe. On s'attaquait à un groupe précis avec des motivations racistes. D'un autre côté, pour garder ça au minimum possible, c'est-à-dire 25 ans, ils vont dire que c'était plus sous le coup... il y avait des problèmes de santé mentale. Il n'était pas en état d'hallucination, là, mais il était dans une grosse dépression, il faisait de l'anxiété. Et c'était essentiellement un élan suicidaire. C'est ce qui a été rapporté jusqu'à présent. Il a lu une lettre là, à la salle de il y a quelques semaines où il dit « Je voulais me suicider, je comprends pas ce que j'ai fait. » Fait qu'en gros, c'est ça. Est-ce que le juge a vraiment le choix entre 25 et 150 ou il pourrait couper la poire en deux ou aller dans... En fait, c'est des peines cumulative. Alors, est-ce que la poursuite va demander qu'on cumule pour chacun? L'idée, c'est qu'on considère comme chaque meurtre comme un crime distinct, puis tu vas faire du temps pour chacun de ces meurtres-là. Est-ce que la poursuite va décider de demander juste un cumul? Je pense qu'ils vont demander il va demander les 6 cumuls. Alors, c'est d'additionner les peines. Si le juge ne va pas trancher, au lieu de 25 ans, je vais t'en imposer 12 et demi. Là, c'est pas comme ça. Il y a une question qui est un peu corollaire à ce cas-là, mais ça a eu beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux concernant les accusations au tout départ. Il y en a qui ont dit pourquoi il n'est pas accusé de terrorisme, parce que clairement, il vise pour des raisons religieuses une communauté qui est distincte. On s'entend que le contraire, on est plus habitué du contraire, mettons, de ce terroriste musulman qui va avec l'historique qu'on connaît. Et là, dans ce sens-là, pourquoi on n'est pas allé dans des accusations de terrorisme par rapport au ministère? Ça aurait été à première vue possible. Il semble y avoir des motivations idéologiques. Pour du terrorisme, c'est un crime qui a été commis avec des motivations politiques, idéologiques ou religieuses. Sauf qu'il faut le prouver hors de tout doute raisonnable. À première vue, ça Est-ce qu'il faut faire partie d'un groupe nécessairement où quelqu'un pourrait être seul, un terroriste solo par lui-même et avoir ces motivations-là que tu nommes? Il n'y a pas il n'y a pas la condition qu'on fasse partie d'un groupe en tant que tel. Sauf qu'il faut que ce soit motivé par une idéologie. Alors, conceptuellement, on peut le penser. À première vue, ça ressemble à ça. Mais la justice, c'est compliqué. Il faut prouver hors de tout doute raisonnable. Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, on n'est pas sûr. Puis justement, lui, il dit, je suis pas un gars haineux, j'étais malade, j'étais suicidaire. Bref, ceci pour dire que c'est des complications pour rien. On trouve coupable d'un seul meurtre, puis c'est prison à vie, sans libération conditionnelle. Donc, il y avait plus d'assurance de ce côté-là en l'accusant de ça plutôt que de terrorisme. Exactement. D'un point de vue efficacité, c'est pas payant d'accuser de terrorisme parce qu'on va juste se créer des complications. Si on garde ça simple, on maximise nos chances. Fait qu'on est plus dans la force de symbole quand on parle d'une accusation de terrorisme que de l'efficacité juridique, si on peut l'appeler de même. Là. C'est compliqué à la cour. Walid, pardon, merci infiniment de tes lumières ce matin. C'était intéressant. Puis c'est un des plus gros procès de l'histoire au Québec. Sincèrement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On est devant plein de moments historiques. Tu l'as dit, au niveau de la peine à venir, au niveau puis de la suite des choses aussi, puis la communauté
communauté, bien sûr, qui attend avec impatience. Puis tout le monde, en fait. Je dis la communauté, puis on est tous un peu du même côté de la clôture, puis on est avec eux autres, bien entendu. En semaine, dès 5h25. 96.9.